Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous présenter le nettoyage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le nettoyage des façades contaminées au plomb en France? Alors pour l'instant, la problématique, elle est parisienne. Elle découle du monument historique, arrive sur les façades, mais je pense que ça va se généraliser. Alors tout d'abord, pour bien cadrer le sujet, on va revenir quelques années en arrière. Alors c'est rigolo, on voit Notre-Dame, Notre-Dame début de siècle, où on voit qu'elle est déjà bien noire, on voit que tous les monuments autour sont relativement noirs, donc c'est une reproduction qui nous vient de la BNF. Et en fait, la pollution atmosphérique qu'on retrouve sur nos façades provient de la révolution industrielle. Donc on a eu la révolution industrielle qui nous a généré aujourd'hui des sulfates principalement, ou ce qu'on a appelé à un moment donné, il y a une dizaine d'années, les pluies acides. On va retrouver majoritairement donc des sels ou des polluants qui sont soit issus du monde industriel, soit du monde agricole, soit qui viennent des embruns de la mer. Donc là, on va se concentrer, comme on est sur Paris, sur le monde industriel, les sulfates du monde industriel. Donc la pollution que l'on retrouve sur nos monuments, eh ben, c'est une attaque des fameuses pluies acides. Ça a bousillé les sapins chez nous en Alsace. Par contre, sur les pierres, ça a attaqué légèrement l'épiderme de la pierre. La partie calcaire s'est complexée avec nos sulfates pour donner du gypse. Le gypse qui est un sulfate de calcium dihydraté, qui est connu comme étant une pierre, qui est connu comme étant du plâtre si on change légèrement sa formule chimique. En plus de ça, on a roulé, alors là c'est extraordinaire, Paris ce matin, avant d'arriver. Donc on a roulé pendant des années avec des carburants qui étaient contaminés au plomb. Et c'est ce plomb que l'on va retrouver dans les accrassements qui sont dus à nos façades. Et le point majeur, c'est qu'on pense que ça a été interdit il y a longtemps. C'est pas vrai. Le plomb dans les carburants n'a été interdit que dans les années, c'est janvier 2000. Donc jusqu'à cette période-là, les émanations de gaz d'échappement se retrouvaient avec nos pluies acides, tombent sur les façades et polluent les façades. À tel point que l'INRS a sorti un petit fascicule. La crème Île-de-France, pareil, il y a quelques années, en 2014, le plomb, vous et votre famille, mais pour les salariés du bâtiment. Ça ne concerne pas uniquement le plomb que l'on peut retrouver à l'intérieur des bâtiments, dans les peintures pour le diagnostic tel qu'il est prévu aujourd'hui, mais également le plomb que l'on a dans les encrassements extérieurs des façades. Alors l'encrassement, qu'est-ce que c'est? On parle d'encrassement, on parle de croûte noire, on va parler de sulfocalcin, on va avoir un tas de noms pour cette couche épidermique qui nous gêne sur les façades. Alors on voit deux choses. La première, c'est qu'on a des encrassements qui peuvent être relativement importants. Ceux-là, on va les retrouver, c'est la vraie croûte noire qui peut faire jusqu'à 1-2 cm d'épaisseur. Et on va se retrouver avec des parties qui sont relativement faibles, mais qui sont fortement indurées et qui sont de la même nature, mais légèrement différentes. Alors une croûte noire, c'est simplement l'attaque de ma pluie acide sur ma pierre. Donc j'ai ma partie calcium qui est concernée. Je me retrouve avec ce qu'on appelle du gypse épigénique. La première petite frange, c'est celle que vous allez voir ici, à cet endroit-là, qui est une couche extrêmement dure et qui se retrouve, elle, avec des oxydes de fer ou tous les polluants qu'on va pouvoir retrouver dans l'atmosphère. Vous allez avoir des organismes, des moustiques, des restes de mouches, etc., que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Vous allez retrouver tout ce qui est volatile et qui se retrouve posé sur la pierre. Ça a été caractérisé dans la thèse de Marie Gonnet par le quand elle a fait sa thèse au LRMH sur le jaunissement de la pierre induit par le laser. Alors, ce qui est conjointement, ce qui s'est passé, si on reprend l'historique, on a nos façades contaminées au plomb. Du coup, qu'est-ce qui se passe en France? Si on se replace dans un contexte relativement proche, la loi Malraux date du 4 août 62. La loi Malraux, qu'est-ce qu'elle fait? La loi Malraux crée la structure pour pouvoir préserver le patrimoine en France. Naissance des architectes des bâtiments de France. C'est également la loi qui permet d'imposer un ravalement de façade tous les 10 ans. Elle ne date que de cette période-là. De la même manière, le monde scientifique qui s'intéresse au patrimoine ne date que de 1967. Le patrimoine, la surveillance scientifique du patrimoine français date uniquement de 1967, création du laboratoire
de recherche des monuments historiques. Alors on se retrouve à une période où tout le monde est obligé de courir derrière les méthodes de nettoyage. Qu'est-ce qu'on a eu comme évolution au niveau du nettoyage? On a commencé, ce qui marchait bien, c'est je projette sur une façade, quel que soit ce que je vais pouvoir projeter, ça va nettoyer. Donc je vais me retrouver avec une projection de granulats relativement agressif pour aller vite, avec, on va dire, perte d'information à l'épiderme des pierres. On l'a abandonné, ça a commencé à être interdit. Le monde scientifique a couru après les techniques de nettoyage. La chimie lourde, derrière, on est arrivé avec des acides forts, acides chlorhydriques que l'on mettait sur les façades, des bases fortes, on est parti à la soude, on a eu des nettoyages qui ont été faits à la soude. Même résultat, agressivité sur la pierre. Puis petit à petit, on est allé vers des méthodes qui étaient plus douces au niveau des granulats. On a sélectionné des granulats qui étaient beaucoup plus fins, moins durs. On a adapté les pressions pour pouvoir nettoyer de manière moins impactante. En chimie, de la même manière. Mais le monde scientifique considère aujourd'hui, après les dernières études, que c'est toujours trop agressif et on nous impose aujourd'hui l'exigence du monde scientifique et d'avoir des méthodes qui soient le moins impactantes possible, considérant que même la chimie douce est relativement impactante pour nos supports. Problématique du plomb. Donc, dans ce contexte-là, on est obligé de développer des méthodes de nettoyage qui sont relativement douces et qui préservent le support. Alors, on se retrouve en 2014, premier chantier contaminé au plomb, qui est le Panthéon, que vous voyez là. Donc, on a le ministère de la Santé qui découvre que les croûtes noires ou les encrassements sont contaminés à des taux supérieurs à l'admissible, à des valeurs admissibles pour le corps humain, et donc prend des mesures radicales en disant trouvez-moi des techniques, le chantier je le ferme jusqu'à ce que vous arriviez à me trouver des techniques qui mettent en sécurité et l'ouvrier et les riverains. Pour ça, les dangers du plomb, c'est pas d'inhalation, lorsque vous respirez de la poussière de plomb, vous êtes en danger, pas d'ingestion, lorsque vous allez le manger, vous êtes en danger. Donc du coup, sur les méthodes de nettoyage, l'impact est direct, aucune méthode dispersive. Je trouve des méthodes qui ne dispersent pas ni dans l'eau ni dans l'air. Ce qui fait que gommage, hydrogommage, le gel nettoyant, à l'époque, sont interdits. Et on va se retrouver avec deux techniques uniquement, qui peuvent être des compresses. On vient encapsuler pour nettoyer, donc on se retrouve non dispersif, soit par des compresses, soit par des pelables. Alors le principe au niveau d'un nettoyage chimique est relativement simple. Je peux casser ma liaison chimique de mon encrassement. Majoritairement, on a vu que c'est du sulfate de calcium dihydraté. Donc je viens casser ma liaison par un savon que je vais rajouter dedans et où je viens solubiliser mes encroûtements par un moyen quelconque. Donc la réaction, donc le premier à avoir développé ces pâtes de nettoyage ou ces savons de nettoyage, vous les appelez comme vous voulez, a été un Italien qui a travaillé dans le monument historique, qui s'appelait M. Mora, qui a développé une pâte, la pâte Mora, qui était connue à l'époque, qui était un mélange de trois produits, du carbonate d'ammonium, si je ne me trompe pas, il y avait de l'acétate de sodium et le troisième était de l'EDTA. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Sachant que deux ont été déjà interdits, il nous restait le carbonate d'ammonium, toujours utilisé aujourd'hui en restauration. Par contre, ce qu'on a oublié avec le Panthéon en appliquant des compresses, c'est à quoi servait le rinçage lorsqu'on appliquait une pâte de nettoyage sur un produit. On pensait que le rinçage a toujours été pour enlever le gel, pour retrouver la pierre. Ça, c'est valable pour l'aspect final au niveau du support. Par contre, pour le fabricant de produits, le rinçage sert à garantir et à éliminer tout produit suspect qui pourrait venir contaminer le support. Et ça a été oublié. Et l'oubliant, on s'est retrouvé avec des contaminations de savon, entre guillemets, ou de séquestrants et complexants dans la pierre en œuvre, ce qui a posé des problèmes et ce qui a fait que le monde scientifique a dit stop, on veut des méthodes encore plus douces. Alors ici, vous avez simplement une croûte noire, à quoi ça ressemble, de la même manière que vous l'avez vu tout à l'heure. Alors si on nettoie par solubilisation, eh ben, si on revient encore quelques années en arrière, on faisait de la débulisation au niveau des façades. On faisait nettoyer juste à l'eau. L'eau nettoie super bien. Le seul problème, c'est que mon sulfate de calcium n'est que partiellement soluble. Donc j'étais obligé
d'asperger longtemps, ce qui faisait que l'eau pénétrait dans le support, va mobiliser les sels, va réduire les caractéristiques mécaniques de la pierre, donc je me retrouve avec une pierre beaucoup plus fragile, et je me retrouve avec des exordes supplémentaires qui peuvent aller dans les immeubles jusqu'à décollement du papier peint de l'autre côté. Donc choses qui ont été vues. Donc c'est des techniques qui ont été abandonnées du fait de la pénétration de l'eau dans le support. De la même manière, on est en 2014, en même temps que le Panthéon, le laboratoire de recherche des monuments historiques initie un projet sur lequel il va tester sur les façades, on est côté quai sur le Louvre. Vous voyez la date, je ne sais pas si elle est lisible, 2014, va faire des tests de différents types de nettoyage. Et à ce moment-là, on vient présenter une première compresse uniquement à base de polymère, donc totalement inerte et neutre. Le polymère n'est là que pour être posé sur lui-même, polymérisé sur le support, et d'utiliser l'eau comme solubilisation, sachant qu'on arrive avec de l'eau à solubiliser 2,5 grammes d'encrassement par litre d'eau. Donc on présente, on a des résultats qui sont excellents, vous les voyez ici. Les questions se posent. Une demande d'application d'un témoin. Ici, vous avez un témoin qui a été appliqué parce que quelle est la couleur de la pierre? Vous me dites qu'il n'y a que de l'eau, mais ça sort blanc. Et on applique ici simplement de la cellulose, qui est de l'arbocelle, de la cellulose et de l'eau, dont on sait qu'il n'y a aucune agressivité et qui va révéler la couleur de l'épiderme. Mais on voit bien que les deux sont ensemble. On est sur un parbon qui est peu sale, donc ça fonctionne bien. Par contre, ces compresses ont un gros problème, c'est que comme j'apporte, il me faut de l'eau, beaucoup d'eau dans la compresse, l'eau va diffuser dans la pierre, va quand même provoquer ou peut provoquer une mobilisation des sels. Donc on travaille sur comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer la diffusion d'eau dans le support. 2017, on arrive avec un polymère où il n'y a toujours que de l'eau dedans. Alors il est vert, c'est juste pour être sûr que lorsque il est déposé, on en dépose la totalité. La couleur n'a rien à voir avec la pâte. C'est simplement pour garantir à la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage que l'applicateur, et permettre à l'applicateur également de bien voir les résidus qui pourraient rester sur le support et de pouvoir les enlever en conséquence. Donc on travaille sur une pâte on a réussi à diminuer la diffusion de l'eau, ce qui fait qu'on augmente les capacités de solubilisation de la compresse et donc on augmente l'efficacité du nettoyage. Donc ça, c'était une première série. Le parement n'était pas, où les parties nettoyées n'étaient pas des parties fortement encrassées, mais donnaient de très très bons résultats. Aujourd'hui, 2022, vous avez ici des essais qui sont faits. Je ne peux pas vous parler du projet, le projet va sortir. Mais on est sur une façade parisienne. Les travaux se feront l'année prochaine, où vous avez toutes les techniques qui ont été utilisées. Vous voyez les 3 premières bandes qui sont des bandes de pelable. Donc on a utilisé un pelable, soit avec des complexants séquestrants, savon, pelable qu'avec de l'eau, sans principe actif. Vous avez une compresse qui est posée ici, qui est sans principe actif, une compresse avec principe actif. Et vous avez ici le témoin qui est un témoin, donc toujours pareil, ma cellulose, mon arbocelle. On voit qu'effectivement, avec des savons, je nettoie extrêmement bien. Par contre, sur un parement qui est quand même relativement encrassé et sacrément induré, ma compresse, juste à base d'eau, donne des résultats excellents. Sachant que sur une façade, vous allez avoir 95% de la façade qui va être dans un état tel que celui-là, et les 5% restants avec vraiment de la grosse croûte noire, sur lequel on va pouvoir revenir avec d'autres techniques de nettoyage en complément, soit une deuxième application, soit d'autres techniques. Alors l'application est très simple. Ici, on est toujours sur le chantier du Panthéon 2014. Depuis, rien n'a changé. Projection à partir d'un airless, ça se fait de manière très simple et très efficace. On arrive à des rendements qui peuvent être de l'ordre de, suivant le parement, suivant l'utilisateur, 300 à 500 mètres carrés jour en pulvérisation. Ensuite, on dépose, là on est toujours sur les parements du Panthéon, c'est valable aussi sur les façades, c'est même amélioré. On se retrouve avec toute ou partie de la compresse qui va se désolidariser du support. La fin, le restant, soit la curette en bois, soit avec juste de l'air, une petite soufflette d'air, on vient décoller le restant de compresse sur la façade. Ensuite, comme on l'a vu, soit il nous reste un petit coup de nettoyage final à donner. Cette fois, on n'est plus en rinçage, mais on est en finition. Ou on peut venir avec des systèmes soit d'injection-extraction, pareil,
On n'a pas de mobilisation, donc on n'a plus de diffusion d'eau dans le support. La compresse ne diffusait pas dans le support, celle-là, on en est sûr puisqu'on l'a développée de cette manière-là. Le rinçage en injection-extraction ne diffuse pas dans le support. Vous avez de l'eau qui est injectée à très faible pression à cet endroit-là, une aspiration qui est appliquée à cet endroit-là, un petit balai au milieu qui va simplement vous créer une dépression, qui va provoquer un effet cyclonique à l'interface, qui permet de désencruster ou de venir nettoyer des choses faiblement indurées. Et sinon, on peut se retrouver avec des lasers en finition de nettoyage. Ici, vous avez un exemple qui est montré pareil sur façade parisienne. C'est l'un des seuls, je dirais, l'une des seules techniques de nettoyage que l'on a aujourd'hui qui permet d'avoir une sélectivité esthétique du degré de dégagement que je veux faire. Donc à cet endroit-là, on voit qu'on a une pierre qui est une pierre calcaire parisienne normale, qui a subi quelques années d'encrassement. Sa couleur normale de la pierre, vous la voyez ici, hein, j'ai utilisé le laser. Je suis venu aller jusqu'à la pierre et je me retrouve avec une pierre très blanche. Or, en nettoyage de mes parties en débord, je me suis récupéré sur le degré, sur le niveau d'encrassement de la pierre qui est à côté. Donc j'arrive à avoir une sélectivité esthétique qui est relativement importante, qui donne un résultat homogène à la sortie. Pareil sur Notre-Dame, puisque les essais ont été faits là-bas, les lasers sont utilisés dessus à l'heure actuelle, je me retrouve avec quelque chose de non émissif. À partir du moment où je colle juste un petit tuyau d'aspiration dessus, avec un filtre THE, sur les essais donc non émissifs, je suis avec un Loxam de classe M, ça suffit. Par contre, si vous voulez monter plus haut, vous avez des filtres classe M, on va se retrouver avec un filtre de THE de classe 10-12 et on peut monter jusqu'à 13-14 au niveau nettoyage si on va être beaucoup plus fin. Mais ça suffit pour être non émissif et être sûr que je travaille en sécurité au niveau de l'opérateur et que je n'empêche pas les riverains de travailler. Autre côté important, ici on est sur du tuffeau, nettoyage laser, pareil, hein, où je me récupère sur l'encrassement général. Vous voyez que le laser ne touche pas ni les toiles d'araignée, ni les boursouflures de tuffeau. Le tuffeau étant l'une des pierres les plus fragiles que l'on ait en France. Vous avez ici un tuffeau pulvérulent, je pose le doigt dessus, ça tombe. Là, le laser n'est strictement inoffensif, non agressif pour le support. Et ce type de laser va nous permettre et nous donne la possibilité de faire la transition. Dès que je me retrouve sur un support qui est extrêmement délicat à ce point-là, qu'est-ce que je fais? Je purge, je change, je purge, je répare ou je viens consolider. Donc là, on a eu des méthodes qui sont totalement douces. Je n'ai que de l'eau, je ne laisse rien dans le support. J'ai du laser, je n'abîme strictement rien. Et donc derrière, je laisse un support totalement propre pour Annette, pour venir vous montrer comment est-ce qu'on peut venir réparer ce truc-là sans le toucher. Merci, messieurs, dames.